Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Après avoir défini la santé et la santé des populations et vu quels étaient les grands enjeux de santé publique, nous allons maintenant parcourir le problème de la prévention. Ce cours va d'abord définir la prévention, puis envisager les principales techniques de prévention, dont la vaccination, le dépistage et l'éducation sanitaire, puis nous parcourrons rapidement les principaux domaines de la prévention auxquels s'appliquent ces outils. Le terme de prévention désigne l'activité dont l'objectif est de réduire la fréquence et la gravité des problèmes de santé, que ce soit des maladies ou des accidents. On définit 3 niveaux de prévention. La prévention primaire vise à réduire la survenue d'un problème de santé, donc à réduire l'incidence. Donc on va agir de façon à ce qu'une maladie ne survienne pas. La prévention secondaire vise à réduire la gravité d'un problème de santé. Donc ici, on va tenter d'intervenir très tôt dans la survenue d'une maladie avant qu'elle ne prenne une gravité plus importante. On définit enfin la prévention tertiaire qui vise à réduire les conséquences d'un problème de santé en facilitant le retour rapide de la personne à une vie normale, par exemple par la rééducation. La prévention utilise des techniques ou des outils qui agissent soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, soit les deux à la fois. Les principaux outils de prévention primaire sont les vaccins, l'éducation sanitaire, toutes les mesures d'hygiène, nettoyage, désinfection, stérilisation, la chimioprophylaxie des maladies infectieuses et des mesures législatives et réglementaires. Nous donnerons quelques exemples plus loin. La prévention secondaire utilise essentiellement le dépistage, soit individuel, soit dépistage de masse, c'est-à-dire dépistage organisé. Quant à la prévention tertiaire, elle repose sur la rééducation fonctionnelle et les dispositifs de réinsertion sociale. Voyons d'abord les vaccinations. Un vaccin tend à apporter à un sujet réceptif à une maladie une protection immunitaire durable vis-à-vis de cette maladie. Cette protection est d'abord individuelle, elle protège l'individu qui a été vacciné. Mais la protection a, pour un certain nombre de vaccins, une dimension collective, car le fait de vacciner un grand nombre de personnes dans une population induit une protection de groupe. Protection qui peut aller jusqu'à l'éradication d'une maladie, c'est le cas de la variole. On a pendant longtemps vacciné la population mondiale contre la variole, qui était un vaccin obligatoire, au point que la maladie a complètement disparu et qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui de vacciner. Un vaccin peut aussi aboutir à l'élimination d'une maladie, c'est le cas par exemple de la poliomyélite, et c'est l'objectif visé pour la vaccination contre la rougeole, qui consiste au fait que le virus responsable de la maladie ne circule plus dans une population donnée. Par exemple, il n'y a plus de circulation du virus de la poliomyélite en France. La maladie est dite éliminée. Elle n'est cependant pas éradiquée, car elle persiste dans d'autres pays, et ce qui nous oblige à poursuivre la vaccination. Les politiques vaccinales sont définies par l'Organisation mondiale de la santé, puis par les autorités sanitaires de chaque pays. Ces politiques vaccinales consistent à déterminer quelle est la population cible pour un vaccin donné. Est-ce que c'est la population générale,
c'est-à-dire tous les individus d'une population, ou est-ce que c'est une vaccination particulière qui va s'appliquer à des individus exposés à un risque particulier? La deuxième chose, c'est de déterminer si cette vaccination est obligatoire ou simplement recommandée. En ce qui concerne la population générale, la politique vaccinale est décrite par le calendrier des vaccinations qui est régulièrement mis à jour par le ministère de la Santé. Il comprend des vaccinations obligatoires, en particulier diphtérie, tétanos, poliomyélite, et le BCG dont l'obligation est en train de s'estomper. Et puis, des vaccinations recommandées contre la coqueluche, contre Haemophilus influenzae de type B, contre le pneumocoque, contre l'hépatite B, qui fait, vous savez, polémique, contre le papillomavirus responsable des cancers du col de l'utérin, contre la rubéole, la rougeole, les oreillons, contre la grippe. Vous voyez ici un tableau synoptique du calendrier des vaccinations tel qu'il a été publié en 2008, où l'on voit les vaccins et leur date d'application recommandée par le ministère de la Santé. DT, c'est diphtérie, tétanos, polio, c'est poliomyélite, CA, c'est la coqueluche acellulaire, HIB, c'est Haemophilus influenzae de type B, FB, c'est hépatite B, PN7, c'est le pneumocoque. Rougeole, oreillon, rubéole sont en toutes lettres, et la grippe apparaît plus loin pour les personnes âgées ou les personnes à risque. D'autres vaccins sont plus spécifiquement rendus obligatoires ou recommandés à des populations particulières. Ainsi, les professionnels de santé sont obligés d'être vaccinés contre l'hépatite B parce qu'ils sont au contact de patients porteurs de l'hépatite B. Ils peuvent être contaminés au cours de soins, occasion de blessures ou de piqûres, et donc il y a une obligation de se protéger. De même, les forestiers et vétérinaires doivent être vaccinés contre la rage, et les égoutiers qui sont en contact avec les rats sont tenus de se vacciner contre la leptospirose. De même, quand on envisage un voyage dans la zone d'endémie d'une maladie particulière telle que la fièvre jaune ou le choléra, il est fortement recommandé, voire obligatoire, de se vacciner. En cas de morsure d'animal, on peut bénéficier de la vaccination contre la rage. Un contact avec un malade qui a eu une méningite à méningocoque, par exemple, peut déclencher la vaccination contre ces méningocoques de type A et C. Enfin, les patients qui sont porteurs de maladies chroniques telles qu'insuffisance respiratoire ou cardiaque doivent être vaccinés contre le pneumocoque et la grippe. Le deuxième outil de prévention que nous souhaitons aborder est le dépistage. Le dépistage est un processus qui consiste à repérer un état pathologique avant qu'il ne s'exprime par des symptômes fonctionnels ou physiques. Le dépistage est avant tout individuel, fait par le médecin traitant qui, en fonction de l'âge, des antécédents, de l'exposition à des facteurs de risque particuliers, de l'histoire de son patient, va rechercher des signes physiques ou biologiques d'une pathologie latente. Par l'examen clinique, par exemple la prise de tension artérielle qui dépiste l'hypertension, la palpation mammaire pour dépister les cancers du sein, par le toucher prostatique pour surveiller les cancers de la prostate, ou aussi par des examens complémentaires. On fait une glycémie pour dépister le diabète, un frottis cervical pour dépister le cancer du col, etc., etc. Le médecin traitant a un rôle essentiel dans le dépistage des maladies. À côté de ça, existe le dépistage organisé où des parties de la population, les
personnes qui, d'un certain âge, sont invitées à participer à un test de dépistage qui est soit un test de biologie, soit un test d'imagerie. C'est proposé à des populations cibles par des campagnes d'invitation au dépistage de certains cancers, alors cancer du sein, cancer du côlon, cancer du col de l'utérus, et appliqué à certaines maladies congénitales chez les nouveau-nés. On dépiste ainsi la phénylcétonurie ou l'hypothyroïdie. Mais les programmes de dépistage organisés ne peuvent être mis en place que pour certaines maladies pour lesquelles on a des preuves de l'utilité du programme. Il faut que la maladie soit appropriée, c'est-à-dire que l'évolution naturelle de la maladie soit suffisamment grave en termes de décès ou de handicap pour que ça vaille la peine d'intervenir. Ensuite, il faut que cette maladie ait une phase préclinique longue ou suffisamment longue pour qu'on ait des chances de la repérer avant qu'elle ne s'exprime. Et il faut enfin faire la démonstration de l'efficacité d'un traitement précoce. Si traiter précocement un cancer n'améliore pas la mortalité par ce cancer, ça ne justifie pas de mettre en place des dépistages organisés. Il faut ensuite disposer d'un test de dépistage approprié. Il faut que ce test soit sensible, c'est-à-dire qu'il ait la capacité à repérer les cas de maladie et qu'il soit suffisamment spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de faux positifs, qu'il ne soit pas positif trop souvent chez des gens qui n'ont pas la maladie que l'on recherche. Il faut ensuite qu'il ne soit pas trop coûteux, puisqu'il va être appliqué à des nombres très élevés d'individus, et qu'il ne soit pas invasif, c'est-à-dire qu'il ne soit pas susceptible de créer des problèmes de santé par lui-même. L'évaluation d'un programme de dépistage est donc une nécessité pour d'abord mesurer l'implantation du programme, le nombre de personnes qui ont bénéficié du programme, c'est-à-dire qui se sont soumis au test, par la population cible, c'est-à-dire la population invitée au dépistage. Et il faut enfin mesurer l'efficacité populationnelle du programme, c'est-à-dire est-ce que ce programme a permis de sauver des vies ou d'augmenter l'espérance de vie des personnes qui avaient la pathologie dépistée. L'autre outil important dans la prévention est l'éducation sanitaire qui vise à faire adopter aux individus des comportements de prévention par rapport à une pathologie ou un risque sanitaire. L'objectif d'une intervention d'éducation sanitaire peut se situer à différents stades de la progression vers la modification des comportements. Il s'agit d'abord de sensibiliser, c'est-à-dire de faire prendre conscience à des individus qu'il y a un risque pour leur santé d'avoir tel ou tel comportement. Ensuite, c'est de l'information, c'est de démontrer que ce comportement entraîne un risque. Quel risque ? C'est l'acquisition de connaissances entre le lien entre le facteur de risque et la survenue du problème de santé. Ensuite, l'éducation sanitaire doit viser à modifier les attitudes, les représentations, les valeurs. C'est-à-dire que le comportement à risque doit changer de représentation chez les individus. Et enfin, le but de l'éducation sanitaire, c'est de modifier le comportement, c'est-à-dire de faire en sorte que l'individu évite de prendre le risque. Si on prend l'exemple du tabac et que on parcourt ces différentes étapes, au début, il s'agit d'une prise de conscience que le tabac est dangereux pour la santé. À une étape de plus, c'est l'acquisition de connaissances sur les liens entre le tabagisme, le cancer du poumon, le cancer de la vessie, les bronchopathies chroniques. Ensuite, il faut faire modifier l'attitude des gens vis-à-vis du tabagisme.
Alors, les gens, s'ils fument, c'est qu'ils ont une représentation positive du tabagisme au départ. Et c'est le cow-boy Marlboro, c'est l'expression d'une certaine virilité ou d'une aisance en public. Ces valeurs, il faut arriver à les transformer et transformer la représentation du cow-boy en quelqu'un qui est tout gris, qui tousse et qui pue, et afin de projeter sur le tabagisme une image plutôt négative pour arriver enfin au but, c'est-à-dire que les gens arrêtent de se soumettre au risque tabagique et qu'ils arrêtent de fumer. Il existe aussi plusieurs niveaux de stratégie d'éducation sanitaire, avec l'éducation de masse qui vise toute la population. C'est par exemple les campagnes d'information télévisées sur les vaccins, sur les antibiotiques, sur le port du préservatif, sur la conduite en état d'ivresse, etc., etc. On va tenter de faire avancer une idée dans l'ensemble de la population. Il y a aussi l'éducation sanitaire de groupe qui est ciblée sur des populations particulières et qui se fait sous forme de cours ou d'exposés dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et c'est particulièrement le cas pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles, MST, dont le sida, et pour lutter contre les addictions, alcool et tabac. C'est des actions en entreprise pour lutter contre les maladies professionnelles, c'est des opérations de soutien au sevrage pour les groupes de patients qui ont une addiction telle que le tabac, l'alcool, la toxicomanie. Et puis il y a l'éducation sanitaire individuelle où c'est le rôle du médecin et plus largement de tous les professionnels de santé d'inciter les patients à cesser un comportement à risque quand il est constaté. Un médecin devrait s'attacher à convaincre ses patients de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, d'avoir un minimum d'activité physique, de manger équilibré, etc., etc. Voyons maintenant pour finir les principaux domaines de la médecine où s'appliquent les stratégies de prévention. Le premier domaine est certainement les maladies infectieuses où la prévention primaire a eu ses plus grands succès. Ses plus grands succès grâce à la vaccination contre la variole, le tétanos, la diphtérie, la polio, la coqueluche. Les maladies infantiles telles que la rubéole, la rougeole, les oreillons, la tuberculose, les maladies à bactéries telles que Haemophilus influenzae ou méningocoque, pneumocoque, brucellose, la leptospirose, les hépatites et la grippe. La liste est longue maintenant de maladies que l'on sait prévenir grâce aux vaccinations. Remarquez que cette liste n'est pas exhaustive et que nous avons là que les principales vaccinations appliquées dans les pays développés. Deuxième technique, certainement moins importante, est la chimioprophylaxie, qui consiste à prendre un médicament anti-infectieux pour éviter de contracter un agent infectieux. C'est le cas par exemple des sujets contacts avec un patient ayant eu une infection méningocoque, les personnes contacts qui sont susceptibles d'avoir été contaminées par le méningocoque reçoivent un traitement pendant quelques jours pour éliminer cette contamination. De même, l'antibioprophylaxie est appliquée dans les chirurgies à risque. On applique un antibiotique au moment du geste chirurgical pour empêcher l'implantation de bactéries qui pourraient profiter du geste chirurgical. Puis, l'exemple le plus important de chimioprophylaxie est la chimioprophylaxie du paludisme. Vous savez que quand on voyage dans un pays d'endémie palustre, il est recommandé de prendre à l'avance un traitement qui empêche l'infection par le paludisme. Dans le domaine des maladies infectieuses, l'éducation sanitaire est surtout appliquée à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles,
la syphilis, le virus de l'immunodéficience humaine responsable du sida, etc. Et c'est des conseils pour essentiellement la protection des rapports sexuels par le port du préservatif. Dans ce domaine, il y a aussi tous les efforts qui sont faits par l'hygiène hospitalière pour lutter contre les infections nosocomiales, c'est-à-dire des infections qui sont acquises à l'hôpital. Nosocomios, c'est hôpital en grec. Enfin, il faut citer les mesures réglementaires, c'est-à-dire les décrets, arrêtés, lois, qui imposent un certain nombre de choses. Par exemple, pour la lutte contre la brucellose, qui est une maladie qui se transmet par le cheptel ovin et bovin, et qui a pu être réduite énormément en France par les contrôles vétérinaires sur le cheptel. Il en est de même pour l'encéphalite spongiforme, maladie de la vache folle, où les règlements sur la nourriture des animaux, la destruction des animaux vecteurs et la protection du cheptel ont permis de réduire le risque de maladie. Les cancers sont aussi un domaine très important de la prévention du fait de leur gravité. Il s'agit d'abord de prévention primaire par la lutte contre les facteurs de risque qui sont identifiés comme déterminants de la survenue des cancers. On utilise l'éducation sanitaire pour lutter contre le tabagisme et donc prévenir le cancer du poumon. On fait des campagnes d'éducation contre l'exposition solaire excessive qui est, on le sait, responsable du mélanome malin, etc., etc. Et puis, on utilise des mesures réglementaires pour lutter contre certains facteurs de risque. C'est par exemple le tabac, les lois Evin, et puis l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ce sont des mesures réglementaires qui visent à diminuer l'exposition de la population aux fumées de tabac, donc à un risque de cancer du poumon. De même, l'amiante, qui est responsable du mésothéliome pleural, fait l'objet de mesures réglementaires d'interdiction. De même que les radiations ionisantes qui sont surveillées de très près, car responsables de toutes sortes de cancers. Le domaine des cancers est aussi le domaine de la prévention secondaire par le dépistage organisé et bien sûr aussi le dépistage individuel des cancers du sein, du cancer colique, du cancer du col de l'utérus. Dans le domaine des maladies cardiovasculaires, il s'agit de lutter contre l'athérosclérose, c'est-à-dire ces dépôts graisseux dans les parois des artères, qui sont responsables des maladies cardiovasculaires telles que l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux. Cette lutte passe par l'éducation sanitaire au niveau de la diététique pour éviter que certains facteurs tels que l'excès de cholestérol n'aggravent les dépôts d'athérosclérose. C'est des conseils pour faire de l'exercice physique et encore la lutte contre le tabac. Les mesures réglementaires portent surtout sur le tabagisme et le dépistage qui est fait à une échelle individuelle par le médecin traitant le professionnel de santé vise à prévenir des facteurs de survenue de ces accidents cardiovasculaires que sont l'hypertension artérielle ou le diabète. Dans le domaine des accidents de la circulation, la prévention passe bien sûr aussi par l'éducation sanitaire, information sur les dangers de l'alcool au volant ou de la vitesse, mais passe beaucoup plus, vous le savez, par des mesures réglementaires, le code de la route, la répression et la sécurité des véhicules. On peut aussi lutter contre les accidents de la circulation par des mesures un peu plus générales qui consistent à aménager le réseau routier.
c'est le développement des carrefours à perte de priorité, c'est le croisement de routes protégé. En conclusion, on voit que la prévention de la santé repose sur deux catégories d'acteurs, avec un rôle important des autorités sanitaires et en particulier de l'État, qui définissent les politiques de prévention et prennent les mesures réglementaires pour lutter contre certains facteurs de risque et qui sont à l'origine des campagnes d'information grand public. Mais il y a un rôle de chaque professionnel de santé, car tous les actes de prévention individuelle tels que vaccins, dépistage individuel, éducation des patients relèvent du dialogue singulier entre le professionnel de santé et les patients.